كل أنواع التطرف. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Manifestation des familles de soldats de l'armée libanaise tués dans des combats avec des extrémistes. Elles sont venues protester contre tout arrangement qui serait conclu à leurs dépens. Le conflit syrien entre dans sa 5e année. Le bilan humanitaire est catastrophique. 215 000 morts, 10 millions de déplacés dont 4 millions ont trouvé refuge à l'étranger. John Kerry admet que Washington doit négocier avec le régime Assad pour mettre fin à la guerre. Dernier jour de campagne en Israël à la veille des législatives, l'issue des élections plus que jamais indécise, alors que les sondages donnent les travaillistes en tête devant Benyamin Netanyahou. Et à suivre également dans ce journal, l'Iran et le groupe des grandes puissances se retrouvent en Suisse pour une dernière session de négociation sur le programme nucléaire iranien. Objectif, parvenir à un accord d'ici la fin mars. Les familles de soldats de l'armée libanaise tués dans des combats avec des extrémistes ont manifesté ce dimanche place des Martyrs dans le centre-ville de Beyrouth. Ils sont venus protester contre tout arrangement qui serait conclu à leurs dépens. En cause notamment les derniers propos tenus par Fahd el-Shakir. Le crooner devenu salafiste plaide son innocence et dit vouloir retrouver une vie normale. Le fugitif affirme n'avoir jamais combattu l'armée libanaise, ni à Habra, ni dans aucune autre bataille. En juin 2013, les affrontements de Habra à l'est de Saïda entre les partisans du cheikh salafiste Ahmed El-Assir et l'armée libanaise avaient fait plusieurs morts parmi les soldats. L'armée affronte depuis plusieurs mois les djihadistes à travers le pays et a payé un lourd tribut. 25 militaires sont par ailleurs toujours retenus en otage par le Front al-Nusra et le groupe État islamique. Le patriarche maronite s'est dit rassuré par la poursuite des dialogues interlibanais. Dans son homélie dominicale, Bchar el-Raï a indiqué qu'il contribue à réduire les tensions et à concrétiser l'union nationale, mais aussi à instaurer petit à petit une vision commune pour préserver le modèle libanais, un modèle dont la région a fortement besoin selon le chef de l'église maronite. Depuis plusieurs mois, le Hezbollah et le Courant du Futur ont entamé un dialogue dans le but de réduire les tensions internes. Les forces libanaises et le Courant patriotique libre ont fait de même. Toutefois, les dossiers épineux comme l'élection présidentielle ou la présence militaire du Parti de Dieu en Syrie aux côtés du régime Assad n'ont pas été abordés. L'ambassade de France à Beyrouth a démenti les allégations du quotidien Al-Akhbar selon lesquelles Patrice Paoli serait relevé de ses fonctions. La mission diplomatique a indiqué dans un communiqué que l'ambassadeur qui a pris ses fonctions à Beyrouth en mai 2012 poursuit sa mission avec le plein soutien et la pleine confiance des autorités françaises. Régulièrement visée par Al-Akhbar, l'ambassade de France s'est également défendue de toute ingérence dans les affaires libanaises, assurant qu'elle consacre ses efforts à la relation franco-libanaise et ne mène pas d'action d'ordre politique ou sécuritaire en Syrie. Le conflit syrien entre dans sa 5e année ce dimanche. Il a commencé par un soulèvement populaire qui s'est transformé en insurrection armée dans laquelle s'affrontent aujourd'hui les troupes loyales au régime, une myriade de groupes rebelles, des forces kurdes et 2 organisations djihadistes dont le groupe de l'État islamique. Les combats ont obligé des millions de civils à fuir. Depuis 4 ans, la population a appris à faire face. Violence, pénurie, destruction, exil. Il y a aussi l'envie de croire en des lendemains meilleurs. L'espoir de rentrer chez soi, c'est aussi ce qui anime les Syriens, réfugiés dans des camps au Liban, en Turquie ou encore en Jordanie. D'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, ce sont près de 4 millions de Syriens qui ont ainsi fui leur pays depuis le début des violences. Un conflit qui a, en 4 ans, fait plus de 215 000 morts. Côté diplomatie, la situation est au point mort, après 2 séries de négociations entre régime et opposition qui se sont soldées par un fiasco. Les États-Unis devront négocier avec Bachar el-Assad pour mettre fin au conflit. John Kerry l'a reconnu ce dimanche dans des propos à la chaîne CBS. Le secrétaire d'État américain a indiqué que Washington travaille d'arrache-pied pour relancer les efforts visant à trouver une solution politique au conflit. Une nouvelle capitale administrative pour l'Égypte. Voilà ce que propose le gouvernement égyptien qui a présenté un projet de construction pharaonique pour la modique somme de 45 milliards de dollars. Une annonce faite lors de la conférence internationale de Sharm el-Sheikh. Une nouvelle cité sera donc construite dans un triangle compris entre le Caire et les villes côtières de Suez et Ain Sokhna dans un délai de 5 à 7 ans. Cette ville dépendra dans une large mesure d'énergie renouvelable.
90 km² seront couverts de panneaux solaires et de centrales électriques pour alimenter la ville. En plus de bâtiments gouvernementaux et de missions diplomatiques, la nouvelle capitale abritera plus d'1,1 million de logements. La construction de cette future cité devrait désengorger le Caire. La métropole compte aujourd'hui environ 20 millions d'habitants, mais sa population devrait doubler dans les 40 ans à venir. Benyamin Netanyahou et son Likoud sont-ils en passe de perdre les élections ? Oui, si l'on en croit les derniers sondages d'opinion à la veille du scrutin. Pourtant, quand il a convoqué ce scrutin anticipé en décembre dernier, le Premier ministre israélien semblait en position de force. Ce n'est plus le cas. L'opposition de centre-gauche semble pouvoir compter sur les partis arabes. Benyamin Netanyahou a centré sa campagne électorale sur les questions de sécurité et la menace nucléaire iranienne. Mais les priorités des électeurs sont économiques. La flambée des prix des logements et l'augmentation du coût de la vie les inquiètent. Le conflit avec les Palestiniens a été peu abordé. Les électeurs en ont assez du va-t-en-guerre Bibi et lui préféraient l'union sioniste d'Isaac Herzog et de Tzipi Livni. Après 10 ans de crise, 18 mois de discussion et 2 dates butoirs non respectées, Américains et Iraniens s'apprêtent à reprendre leurs négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. John Kerry et Mohammad Javad Zarif, les chefs de la diplomatie des États-Unis et de l'Iran, sont arrivés à Lausanne, en Suisse. Avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie, ils vont s'engager dans un nouveau tour de négociation qui pourrait durer jusqu'à vendredi. L'accord définitif est prévu d'ici la fin du mois de juin. Il doit garantir le caractère pacifique des activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée des sanctions économiques. Avec ses nouveaux missiles de croisière Ghadir d'une portée de 300 km, Téhéran continue dans tous les cas de renforcer sa puissance de feu militaire. Dans un instant, en direction le Brésil et un accident d'autocar meurtrier qui fait une 50aine de morts. Retour sur le plateau de l'info du 16h40. 2 mois après les attentats de Paris, l'hypercachère de la porte de Vincennes rouvre ses portes en présence du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Une réouverture symbolique et sous très haute sécurité. L'épicerie avait été le théâtre d'une prise d'otage meurtrière. Souvenez-vous, le 9 janvier dernier, le djihadiste Amédi Koulibaly avait abattu 4 personnes de confession juive avant d'être finalement tué par les forces de l'ordre. C'était 2 jours après l'attentat des frères Chérif et Saïd Kouachi au siège de Charlie Hebdo. Comme tous les hypercachères, le magasin est placé sous la protection policière prévue par le plan Vigipirate. Nous sommes debout et déterminés à continuer à vivre librement dans notre pays, au sein duquel la fraternité, la concorde, le respect, les valeurs de liberté seront toujours plus fortes que toutes les formes de violence. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, à Lahore, au Pakistan, un double attentat contre des églises chrétiennes a fait au moins 14 morts et une 50aine de blessés. Les fidèles assistaient à la messe quand les bombes ont explosé dans les 2 édifices, une église catholique et un temple protestant, situé dans un quartier chrétien de la ville. Un groupe dissident issu du mouvement des talibans pakistanais a revendiqué ce double attentat. Au Brésil, près de 50 personnes, dont 8 enfants, ont péri dans un accident de bus survenu sur une route montagneuse à la tombée de la nuit. La catastrophe s'est produite près de la ville de Campo Alegre, dans l'état de Santa Catarina. Pour une raison encore inconnue, le conducteur a perdu le contrôle du bus qui est tombé dans un ravin. Il a fini sa chute 400 mètres plus bas dans une zone boisée. L'hypothèse d'une défaillance des freins est avancée par la police pour expliquer le drame. Et puis une statue de bronze du Mahatma Gandhi a été inaugurée au cœur de Londres. Elle a été installée sur Parliament Square à l'ombre de Big Ben et face au Parlement, au milieu de personnalités telles que Nelson Mandela et Abraham Lincoln. Et surtout, le héros de l'indépendance de l'Inde trône désormais non loin de la statue de Winston Churchill, son ennemi juré. L'ancien Premier ministre britannique déclara un temps espérer que Gandhi meure de sa grève de la faim. L'état d'urgence décrété dans l'archipel du Vanuatu après le passage du cyclone Pam. Il pourrait avoir fait des dizaines de morts et des milliers de sans-abri. On ne dispose pour l'heure d'aucun bilan précis car de nombreuses îles de l'archipel sont coupées du monde. Cette tempête a été une des plus puissantes de ces dernières décennies dans le Pacifique, avec des rafales de vent à plus de 300 km/h. Face à cette catastrophe, le gouvernement a lancé un appel à l'aide internationale. Un avion néo-zélandais et un autre australien ont déjà pu se poser ce dimanche à Port Vila, la capitale, avec à leur bord de l'aide humanitaire. Il faudra sans doute des mois, peut-être même des années, pour réparer les dégâts et reconstruire le pays. Le cyclone continue sa route dans le Pacifique, mais il a perdu en intensité. L'alerte a d'ailleurs été levée en Nouvelle-Calédonie. Le bicorne que Napoléon Bonaparte portait lors de la cuisante défaite française à Waterloo est de retour dans la ville belge.
Il a été prêté au musée Wellington de Waterloo jusqu'à l'été pour une exposition consacrée à deux personnalités de la bataille, Napoléon et le duc de Wellington. Elle rassemblera des effets personnels des deux hommes, des pièces historiques, parfois de grande valeur, qui sont arrivées de France et de Grande-Bretagne ces derniers jours. Le bicorne de l'empereur est véritablement la pièce maîtresse de l'exposition. Le célèbre couvre-chef porte encore les traces de pluie qui tombaient ce 18 juin 1815. Il a quitté le musée de Sens près de Paris pour rejoindre celui de Waterloo pour le bicentenaire de l'événement. C'est Napoléon lui-même qui aurait confié son bicorne à son chapelier pour le restaurer, mais il ne l'aurait jamais réclamé. Le chapeau serait ensuite resté dans la famille jusqu'en 1918. Le mari de la petite fille du chapelier qui habitait Sens en a fait don au musée de sa ville. Pour les Français, je pense que ce chapeau est rempli d'émotions et que c'est un peu une relique en fin de compte. Et c'est la dernière bataille de l'empereur, c'est le chant du cygne. Donc je pense qu'il doit être regardé avec beaucoup de tristesse et aussi de respect. Et je pense que les Anglais vont le regarder en se disant « nous l'avons vaincu », alors que le chapeau le bicorne de Wellington est un chapeau de gloire et de victoire. La bataille de Waterloo, c'est un changement dans l'histoire de l'Europe. C'est la fin des guerres entre l'Angleterre et la France. C'est aussi après Waterloo, la France et l'Angleterre qui deviendront des alliés. Et puis on a toute une période de paix en Europe. Il n'y aura plus, je vais dire, de guerre, on va dire, internationale avant la Première Guerre mondiale. Et puis il y a d'énormes avancées en matière, comme je l'ai dit, de droit, en matière de bien-être. C'est le changement, c'est le transfert, je vais dire, des pays et des royautés, donc des États, au bénéfice, je vais dire, du peuple. Et c'est le peuple finalement qui va décider de son sort et pas l'aristocratie. La fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Manifestation des familles de soldats de l'armée libanaise tués dans des combats avec des extrémistes. Elles sont venues protester contre tout arrangement qui serait conclu à leurs dépens. Le conflit syrien entre dans sa 5e année. Le bilan humanitaire est catastrophique. 215 000 morts, 10 millions de déplacés, dont 4 millions ont trouvé refuge à l'étranger. John Kerry admet que Washington doit négocier avec Bachar el-Assad pour mettre fin à la guerre. Dernier jour de campagne en Israël à la veille des législatives. L'issue des élections plus que jamais indécise, alors que les sondages donnent les travaillistes en tête devant Benyamin Netanyahou. Et puis l'Iran et le groupe des grandes puissances se retrouvent en Suisse pour une dernière session de négociation sur le programme nucléaire iranien. Objectif, parvenir à un accord d'ici la fin mars. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.